Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. 4 journalistes travaillant pour France 24, la chaîne française d'information internationale, ont été suspendus après la révélation de messages antisémites qu'ils ont diffusés sur des réseaux sociaux. Sur son site, la chaîne a publié un communiqué dimanche indiquant que la direction a immédiatement ouvert un audit sur ces faits présumés, comme elle l'a fait savoir en interne dès le 10 mars. Alors on va en parler de ce sujet de l'antisémitisme. Nous sommes en compagnie d'Emmanuel Abramovitch, secrétaire général du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Bonjour. Bonjour. Comment faire face à des propos pareils? Alors je vais donner 2 citations parmi les citations des journalistes. La première, ils ont demandé à Hitler « Qu'avez-vous fait des Juifs ?» Il a répondu « Rien d'extraordinaire, j'ai fait un barbecue avec les gars. » Ou encore « Il incombe à chaque Palestinien de tuer un Juif et l'affaire est close. » C'est affreux. C'est horrible parce que ce n'est ni plus ni moins qu'une incitation à la haine, mais ce n'est pas une incitation à la haine de plus d'un civil du public, c'est une incitation à la haine qui est proférée par des journalistes, permettez-moi de dire des pseudo-journalistes qui portent atteinte à ce merveilleux métier qu'est celui de journaliste. Parce que nous, le BNVCA, aujourd'hui, nous luttons beaucoup contre la haine antisémite, antisioniste sur les réseaux sociaux. Et là, nous nous rendons compte que finalement, une des sources, c'est un service de France 24 qui n'est ni plus ni moins membre du groupe d'État public France Télévisions. Et là, nous nous inquiétons beaucoup. Comment expliquer que ces messages, parce que je ne sais pas, des personnes, je citerai personne pour pas qu'on m'accuse de procès d'intention, auraient posté un message qui faisait le 10e de ça aurait fait un tollé. Comment expliquez-vous le peu d'écho qu'il y a eu depuis ce week-end? C'est l'impunité dont bénéficie l'antisionisme et les antisionistes sur le service public en général depuis des années et qui est en réalité criminel parce qu'il participe à motiver ceux qui vont devenir des criminels du quotidien et générer des méras. Mera assassine des enfants dans une école à Toulouse en disant qu'il venge les enfants palestiniens. Voici les effets d'une délégitimation d'Israël. Que mes propos soient clairs, je n'interdis quiconque de critiquer Israël comme État, son gouvernement, mais pas de délégitimer un État démocratique. Est-ce que le BNVCA que vous représentez ici a pris contact avec France 24? Est-ce que vous avez eu des infos de leur part ou êtes-vous en contact? Alors nous sommes en train effectivement de préparer notre communication avec eux parce que nous ne savons pas si nous devons nous atteler à communiquer avec la présidence de France 24 ou directement avec la présidence de France Télévisions et pourquoi pas aussi avec le CSA, dont le silence est l'Arcom, dont le silence est assourdissant dans cette affaire. Permettez-moi de vous dire, sans passion quelconque pour ce présentateur qui fait parfaitement son travail, les indices d'écoute le prouvent, mais dès qu'Hanouna dit un mot de travers, l'Arcom lui tombe dessus, et là nous avons plusieurs journalistes qui prêchent la haine antisémite sur les réseaux, et l'Arcom est absente. Pourquoi ? Alors, les journalistes sont suspendus à titre conservatoire. Alors, on va pas parler de droit du travail entre licenciement en faute grave, en faute lourde. Là, ils sont suspendus à titre conservatoire, c'est-à-dire que c'est nettement moins grave qu'un licenciement direct en faute grave ou lourde. Est-ce que c'est surprenant selon vous ? Oui, c'est quand même surprenant, parce que ça veut dire qu'il y a au sein de la direction de l'ADRH et des services juridiques une complaisance évidente. Ces gens ne sont que suspendus, et ils ne sont condamnés à rien d'autre. Ils vont donc réintégrer leur équipe, leur bureau, dans 15 jours, 3 semaines, comme si de rien ne s'était passé, et je vais peut-être dire même comme des héros. Alors, nous considérons que c'est anormal et qu'au contraire, compte tenu de l'époque que nous traversons, avec cette haine antisémite, antisioniste sur les réseaux sociaux, nous avons besoin d'un exemple fort pour que s'arrête cette haine criminelle. Est-ce que cette affaire montre un certain laxisme concernant les propos antisémites pour vous? Définitivement, il participe à la banalisation. Quel peut être est-ce que c'est pas un exemple pour tous les autres journalistes que de se dire mais finalement si France 24 peut s'autoriser ça, alors nous petite radio régionale ou locale, nous pouvons le faire aussi, et là nous franchissons effectivement le palier de la banalisation définitive. À cette heure, vous avez parlé de l'Arcom, on n'a pas vu de réaction avec Lucien Gasparak avec qui on prépare l'émission. Est-ce que
on a cherché également des réactions de Rima Abdul-Malak, la ministre de la Culture, sachant que c'est une chaîne de télévision publique, faut-il le rappeler. Aucune réaction de sa part. Est-ce que vous auriez un message à lui envoyer? Déjà, êtes-vous surpris de cette absence de réaction? On a vu Rima Abdul-Malak plus réactive pour d'autres médias. Et déjà, êtes-vous surpris? Et deux, quel message voudriez-vous lui passer? Nous sommes très surpris et très inquiets. Et le message que nous voudrions passer à tous les représentants du droit et de la France, de l'État, c'est de se saisir de cette faute grave pour en faire un exemple afin de montrer la bonne volonté du gouvernement qui a déjà échoué à faire interdire des collectifs et des associations qui prêchent la haine. S'il vous plaît, aidez-nous. Mais comment expliquez-vous ce 2 poids 2 mesures pour les indignations? On sait que de toute façon les indignations sont toujours à géométrie strictement variable, hein. Il y a une partie de clientélisme évident. Il ne faut pas se leurrer. Peu ou prou, il y a toujours des politiques à un endroit ou à qui on veut rendre des comptes ou auprès de qui on veut se faire remarquer positivement. Il y a donc ce clientélisme qui commence à devenir nauséabond, visible. Et puis, il y a cette espèce de possibilité d'attaquer, d'insulter les Juifs et les Chinois. Si un juif avait écrit sur Internet la moitié de ce qui a été écrit par les journalistes de France 24, mais il aurait été déjà traîné devant les tribunaux, renvoyé de son entreprise avec perte et fracas, et l'entreprise se serait fait un devoir d'honneur de montrer à l'opinion nationale comment on traite les antisémites chez soi. Donc nous sommes effondrés, effarés, et je pense que nous allons avoir, ce n'est pas possible autrement, une réaction forte, peut-être à l'initiative du gouvernement. À ce propos, vous organisez demain un colloque à l'Assemblée nationale sur l'évolution de l'antisémitisme. Comment est-ce qu'il évolue, premièrement, et quel est l'objectif de ce colloque que vous organisez demain? Alors c'est un colloque tout à fait passionnant dans lequel nous allons raconter lors de la table numéro 1 l'évolution de l'antisémitisme vers l'antisionisme, et il y a parmi les marches qui permettent de passer de l'antisémitisme à l'antisionisme le genre de messages sur Internet que nous critiquons et qui émanent de France 24. Et puis il y a dans la deuxième partie du colloque une table ronde consacré à l'antisémitisme et la justice, où nous rencontrons effectivement un certain nombre de difficultés, eu égard le fait qu'aujourd'hui, l'accusation d'antisémitisme dépend du droit de la presse. Or, une insulte antisémite, ce n'est pas un délit d'opinion, c'est un délit pénal. Et donc, nous allons lancer, au cours de ce colloque, un appel aux députés de bonne volonté pour que change la loi et que l'antisémitisme soit considéré comme un délit, donc répréhensible par le code pénal. Et vous pensez que ça pourrait donner lieu à une proposition de loi ou un projet de loi? Nous l'espérons fortement et nous sommes très curieux de savoir quels sont les groupes politiques et ou les députés qui nous contacteront au BNVCA pour justement se proposer comme porteurs de ce projet de loi. Je ne vous cache pas que mon rêve serait que ce soit une coalition de groupes qui portent en commun ce projet de loi. C'est-à-dire l'ensemble des groupes parlementaires. Et pourquoi pas? Un dernier mot, il y a encore beaucoup de boulot pour la lutte contre l'antisémitisme, en France et ailleurs, bien évidemment. C'est terrible parce que nous avons l'impression qu'il ne fait que croître et nos moyens sont de plus en plus réduits, alors que nos opposants ne se satisfassent pas trop vite. Nous n'avons pas perdu la guerre, mais en ce moment, nous sommes dans un creux de vague et nous avons besoin de l'aide de tous les serviteurs de l'État dignes de ce nom. Merci beaucoup Emmanuel Abramovitch, secrétaire général du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Et alors je préviens tout de suite, il n'y a plus de place pour le colloque demain qui aura lieu à l'Assemblée nationale. Le problème est réglé si vous vouliez y assister. Merci à vous. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Nous sommes en compagnie du docteur Marc Arazi, président et cofondateur de l'association Alerte Phones Gate. Marc Arazi, bonjour.
Oui, bonjour Philippe, merci pour votre invitation. Je lis un communiqué que vous avez fait. La conférence organisée par l'ANSES et l'OMS à Paris en novembre dernier sur les liens entre cancer et exposition aux radiofréquences nous est apparue comme un parti pris scientifique. Au lieu et place d'un état des lieux objectif des connaissances, c'est une conférence orientée que nous avons assistée. En effet, c'est à une conférence orientée, que nous avons assisté. En effet, le choix des études présentées, ainsi que les experts invités dont les liens d'intérêt avec les industriels de la téléphonie mobile sont connus, en était le reflet sans équivoque. Vous vous désolidarisez donc de l'ANSES et de l'OMS. Absolument. Et ce qui s'est passé au mois de novembre dernier lors de cette conférence est particulièrement grave, et je pense que vos auditeurs doivent le comprendre. Ce qui est en jeu, c'est dans quelques mois la reclassification par le Centre international de recherche contre le cancer, qui est basé à Lyon, du niveau de cancérogénicité des ondes de la téléphonie mobile. Et à ce titre, pour rappel, en 2011, donc les ondes ont été classées comme possibles cancérogènes par l'OMS. Et donc, la plupart des experts indépendants seraient plutôt favorables à une augmentation du niveau de preuve de cancérogénicité. Et ce à quoi on a assisté lors de cette conférence, c'est finalement une position commune de l'ANSES et de l'OMS pouvant amener comment expliquez-vous cette prise de position déclassifier commune les ondes. Oui. Comment expliquez-vous cette prise de position commune de l'ANSES et de l'OMS? Écoutez, elle a été possible justement parce qu'aujourd'hui, l'industrie de la téléphonie mobile, je pense, a été extrêmement traumatisée par le classement en 2011 de la cancérogénicité des ondes. Et à ce titre, je pense qu'ils ne veulent pas, et on le comprend très bien vu les enjeux économiques et financiers, ils ne veulent pas que ça se reproduise lors de la prochaine reclassification. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont financé tout un tas d'études, et en particulier au travers d'études même financées par l'ANSES, je pense qu'on y reviendra, et d'une certaine façon, ils sont en train d'essayer de nuire à la qualité des études scientifiques pour arriver finalement au résultat qu'ils souhaitent, c'est-à-dire pouvoir continuer à exposer tout le monde tout le temps et de plus en plus. À ce jour, quelle est la situation des téléphones nocifs en France, Marc Arasi? Écoutez, là, plutôt des bonnes nouvelles, puisque j'avais eu l'occasion de venir à plusieurs reprises sur votre antenne pour parler de ce qu'on appelle le Faudgate. Eh bien, à ce jour, nous sommes à à 40 téléphones portables donc, qui ont été soit retirés du marché, soit mis à jour. Ça, c'est le côté positif. Par exemple, tout dernièrement, ça touche bien évidemment les portables les fabricants les plus connus, comme Xiaomi, comme Samsung. Et ceux-ci ont eu des sanctions financières administratives, alors certes symboliques, de 7 500 €, mais aujourd'hui, il y a des sanctions. Et à ce titre, on va dire, on pourrait voir le verre plutôt à moitié plein, mais sauf que ce qu'on fait en France aujourd'hui, alors qu'on est un pays européen, on aimerait que ce soit fait dans toute l'Europe, et aujourd'hui, ça n'est toujours pas le cas. Comment protéger, notamment les jeunes, des impacts du téléphone et des ondes sur leur santé? Puisque maintenant, les jeunes ont des téléphones de plus en plus jeunes. C'est vraiment très simple, parce que dans la plupart des situations, sur les pesticides, par exemple, dont parlait l'ANSES, c'est compliqué de trouver des solutions. Là, on a des solutions extrêmement simples, et en particulier pour les plus jeunes, c'est de ne plus garder les téléphones portables au contact du corps. Alors, on ne met pas son téléphone à l'oreille pour parler, on peut utiliser le haut-parleur, on peut utiliser éventuellement des kits Malib, ce qu'on appelle des oreillettes kits AirTube. Oui, AirTube. Non, des kits filaires AirTube, c'est les plus sécuritaires. Et puis surtout, ça c'est le cas de tout le monde, hommes, femmes, on ne met pas son téléphone dans la poche. Pour les femmes, on ne met encore moins son téléphone dans un soutien-gorge. On voit aux États-Unis une augmentation des cancers du sein sur les endroits où on pose le téléphone portable. On sera amené à évoquer ces sujets plus largement dans les prochains temps. Donc, on ne colle plus son téléphone portable au contact du corps. Est-ce qu'on peut réinstaurer le dialogue entre PhoneGate, donc votre association, Alert PhoneGate, et les différents organes? Écoutez, je l'espère, parce que vous l'avez compris, aujourd'hui c'est un vrai enjeu sanitaire. Donc, on est aujourd'hui bloqué, on a une situation de blocage.
nous avons suspendu donc notre participation au comité de dialogue, mais on a eu cette chance extraordinaire, c'est que le comité scientifique hier de l'ANSES, son propre comité, a sorti un rapport extrêmement critique sur entre guillemets, les modalités d'expertise de l'ANSES, qui rejoignait globalement et sérieusement l'ensemble de nos critiques. Donc je pense que l'ANSES aujourd'hui doit revoir sa copie intégralement, et d'une certaine façon, j'espère que les ministères de tutelle, dont ils ont dû être particulièrement sensibilisés par ces différents communiqués, insisteront auprès de l'ANSES pour que, là aussi, on n'ait plus de conflit d'intérêts. Dernière question, Marc Arasi, vous avez dit un mot fort, conflit d'intérêts. Est-ce que quand on connaît le poids financier des fabricants de téléphones, je vais prendre les deux plus gros, Apple et Samsung, c'est pas un peu la bataille du pot de terre contre le pot de fer ? Du tout. En l'occurrence, prenons par exemple l'étude sur les enfants, l'étude MobiKids, financée pour partie par l'ANSES. Eh bien, incroyable. C'est une étude faite pour mesurer l'évolution des cancers du cerveau chez les jeunes et chez les enfants utilisant leur téléphone portable. Eh bien, sachez que les 14 des 18 experts qui ont été donc mandatés pour faire la mesure de l'exposition de ces jeunes malades, eh bien 14 de ces 18 travaillaient, soit 5 étaient directement salariés d'Orange, et les 9 autres avaient des intérêts financiers cachés avec l'industrie. Voilà. Autant vous dire que tous ces sujets-là, il faut qu'ils soient connus du grand public pour qu'on ne laisse pas dénaturer la recherche scientifique. Merci beaucoup, docteur Marc Arasi, président et cofondateur de l'association Alerte PhoneGate. Et justement, on en arrive à la perle du jour qui revient à Icy Diamond XX, alors vous connaissez peut-être pas, c'est une escorte et actrice porno trans qui a publié des photos d'elle ou lui, alors je sais pas comment il faut dire, dans l'hôtel de ville de Paris avec ce commentaire, ça c'est sur Instagram. Comment j'ai réussi à transformer l'hôtel de ville de Paris en strip club et bordel géant, la liberté guidant le peuple au milieu des ors de la République. Merci qui ? Merci Anne Hidalgo pour l'invitation à la nuit des fiertés. Alors en plus du statut Insta, il y avait un statut Twitter. Alors son compte a été suspendu depuis, peu équivoque, je cite, « J'ai bien pompé dans les toilettes de l'hôtel de ville, désolé, c'en est drôle. En tout cas, j'ai même filmé un film que l'intéressé va publier si on en croit un nouveau statut Instagram où il ou elle écrit, je ne sais toujours pas, je vais bientôt balancer la vidéo de ce que j'ai fait dans les toilettes de l'hôtel de ville sur ma plateforme privée. Bref, pour résumer cette histoire, le Bois de Boulogne a déménagé à l'hôtel de ville, une bonne nouvelle pour les écologistes. Reste plus qu'à rebaptiser la place de l'hôtel de ville, place Jackie et Michel. Mardi dernier, le bureau du groupe Renaissance avait décidé d'exclure de leur groupe les députés qui ne voteraient pas la réforme des retraites. En réunion de groupe, hier à l'Assemblée, une semaine plus tard donc, le patron des députés LR, Olivier Marleix, a prévenu que tout député LR qui co-signerait une motion de censure serait exclu du groupe Les Républicains. En ligne de mire, c'était une motion de censure déposée avec les élus du groupe LIO, Liberté, Indépendance, Outre-mer et Territoires. Alors un message soutenu par Éric Ciotti, le président des Républicains. Alors rappelons simplement qu'on est à Paris et pas à Pyongyang-sur-Seine et que chaque député ou sénateur est libre de ses votes, indépendamment de tout parti ou groupe parlementaire. Cette dérive nous prouve qu'on a bien reculé sur la liberté des parlementaires. Lors de la loi sur l'IVG, des députés de droite avaient voté contre, d'autres avaient voté pour. Même chose pour la loi sur l'abolition de la peine de mort. Alors députés, sénateurs, si vous êtes des hommes et des femmes libres, n'obéissez pas aux oukases et votez selon deux choses, votre âme et votre conscience. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Au revoir. Et après une huée qui concernait quand même la mairie de Paris, je vais faire un bravo à Anne Hidalgo, oui, puisque Valéry Giscard d'Estaing va avoir un endroit à son nom dans la capitale, un vote à l'unanimité au Conseil de Paris, bon, malgré quelques récriminations d'Alice Coffin. Une partie du quai Anatole France et de la place Henri de Monterland vont être rebaptisés quai Valéry Giscard d'Estaing devant le musée d'Orsay. Le musée d'Orsay, le temple de l'impressionnisme dont l'ancien président avait lancé le projet. Alors c'est une bonne idée car Valéry Giscard d'Estaing aura été, c'est mon avis, un président injustement jeté aux orties. On se souvient, pour ceux qui étaient nés, de son départ à pied de l'Élysée, sous les huées, les colibets et les crachats, alors que son bilan était quand même bon, surtout avec 2 chocs pétroliers à gérer. Alors,
il a en effet fait nombre de réformes, on n'est pas obligé de les apprécier, mais des réformes qui ont changé la France, la majorité à 18 ans, le droit à l'interruption volontaire de grossesse ou encore le divorce par consentement mutuel, sans oublier qu'à son départ, et malgré 2 chocs pétroliers, je le rappelle, la France n'avait pas de dette et avait des services publics régaliens de très haut niveau, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il méritait bien ça, et donc bravo au Conseil de Paris qui a voté cette mesure à l'unanimité. Face à face. Et l'invité de ce face-à-face, c'est Dimitri Casali, historien, pour la sortie aujourd'hui du CD Historock, l'histoire de France, l'opéra rock, et également sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez le montrer, vous êtes filmé, c'est parfait. C'est un bel emballage également. Et c'est important, c'est ce qu'il y a dans les CD, et c'est vraiment très bien. Comment est né ce Bonjour déjà, Dimitri Casali. Bonjour Philippe. Comment est né ce projet ? Eh bien, c'était à l'époque où j'étais encore professeur d'histoire dans les banlieues nord, non loin de Cergy-Saint-Christophe, très exactement. Et déjà, il y a déjà quand même 12-14 ans, c'était extrêmement difficile de transmettre notre histoire, l'histoire de France, à tous ces jeunes qui venaient juste d'arriver, souvent, du Mali, du Cameroun, des pays en difficulté et qui ne parlaient même pas le français. Donc, comment voulez-vous leur transmettre notre histoire en cours d'histoire? Je me souviens toujours du programme de l'époque. En 4e, on commençait par l'Empire des Habsbourg. C'était complètement... Alors vous voyez, il y a déjà ces nouveaux arrivants, c'est difficile, il faut faire preuve de pédagogie. Et ensuite, il y a des programmes absolument lunaires de l'éducation nationale qui sont pas du tout adaptés à ces jeunes qui veulent apprendre à être français. Alors vous êtes vraiment multicarte, hein, historien, ancien prof d'histoire, chanteur, auteur, compositeur, interprète. Est-ce que c'est la suite de Napoléon, l'opéra rock ? Tout à fait. Tout à fait, on voulait un opéra rock composé avec le groupe Historock, enfin l'association Historock, parce qu'il y a aussi 7 profs d'histoire qui sont dans cette association, qui nous soutiennent, qui nous font parvenir les rapports chaque jour sur ce qui se passe dans l'éducation nationale, et on va en parler tout à l'heure, c'est terrifiant. Et donc, effectivement, c'est la suite de Napoléon l'opéra rock. Là, c'est toute l'histoire de France, des cathédrales au Général de Gaulle, c'est beaucoup plus rassembleur. On voulait vraiment un opéra rock fédérateur et surtout équilibré, et c'est pour ça qu'on a aussi des chansons. Et on va écouter des extraits dans quelques instants, mais il y a une citation de vous qui me plaît beaucoup, je vous la cite. Pour vous, l'histoire de France ne s'apprend pas par cœur, elle s'apprend par le cœur. Fondamental, c'est ça aussi, c'est faire preuve aussi de pédagogie. Si vous voyez les programmes, les instructions officielles, comme on disait à l'époque, aujourd'hui, c'est vraiment le moyen, l'école française, c'est le meilleur moyen de vous faire haïr votre pays et surtout ne pas respecter votre histoire de France. On écoute le premier son, c'est une chanson qui s'appelle Les Cathédrales. Naissance des cathédrales, naissance de la France, que nulle beauté n'égale, si haut dans le ciel. 1144, la première basilique à Saint-Denis. Le spectacle, donc, la première chanson après l'intro, c'est Les Cathédrales. Et on l'entend, les cathédrales, pour vous, c'est ça qui a fait naître la France ? Exactement. Donc ça, c'est ma conviction d'historien. Pour moi, la France, c'est un long débat, comme vous le savez. La France naît au XIIe siècle avec les cathédrales. Les cathédrales qu'on appelait cathédrales de françaises. C'était l'art français. On parlait pas d'art gothique, il y a un terme qui a été inventé durant la Renaissance. À l'époque, à Séville, à Vilnius en Lituanie, quand l'évêque demandait qu'on lui bâtisse une cathédrale, il demandait une cathédrale d'art français, d'art franquigénum à l'époque. Vous vous rendez compte, c'est vraiment la consécration du titre du mot France. Alors je vous posais une question, je suis assez amateur d'histoire. 1144. Oui, mais pourquoi faire l'impasse sur des personnages historiques comme, je sais pas moi, Vercingétorix ou Charlemagne ? Alors, Charlemagne, parce que l'Empire carolingien est autant revendiqué par l'Allemagne que par la France. C'est vrai, et son palais était à Aix-la-Chapelle, voilà, qui est aujourd'hui en Allemagne. Faire remonter la France à Vercingétorix, non, je trouve ça n'a pas de sens. Au niveau historique, parce que j'ai pas terminé ma phrase pour moi, donc la France est le pays des arts et des lettres. Et quand, grâce à cet art gothique qui naît avec la consécration du chœur de la basilique de
Saint-Denis, le 11 juin 1144. C'est vraiment l'expression, la naissance même de l'art français qui se concrétise aussi avec le roman de La Rose, le roman de Renard en littérature, avec Abélard, Héloïse, la Sorbonne. Vous voyez, c'est vraiment Paris qui devient la capitale de la France avec Philippe Auguste, Saint-Louis. Ça devient, la France prend vraiment naissance au XIIe siècle. Au XIIe siècle. Alors justement, vous continuez avec une bataille du début du XIIIe siècle, Bouvines. Quand on voit l'étendue du royaume de France en 1880, quand Philippe Auguste succède à son père, Louis VII, et en 1223 à sa mort, est-ce qu'on peut dire qu'il a été un des plus grands rois de France ? Ah oui, il faut le dire, mais c'est ça que j'essaie aussi d'enseigner à tous ces enfants, tous ces personnages qui sont souvent fascinants. Philippe Auguste, Saint-Louis, c'est des rois totalement oubliés aujourd'hui. Ils ne font plus partie des programmes scolaires parce qu'ils sont trop royaux, trop monarchiques. On parlera on va parler de Louis XIV aussi. Et des programmes scolaires, c'est cette idée aussi d'éradiquer les racines chrétiennes et les racines monarchiques de la France. Alors que ce sont les rois de France qui ont créé notre pays. Et là, je le rappelle, j'ai même écrit un livre là-dessus. Et c'est vrai que Philippe Auguste, à la bataille de Bouvines, c'est vraiment un prince incroyable. Il charge à la tête de son hoste royal au cri de Montjoie Saint-Denis, qui est dans la chanson Bouvines. D'ailleurs, c'est un gros succès sur scène. Les gamins adorent cette chanson. Et je rappelle que vous êtes en tenue d'époque. En grognard pour Napoléon, en sans-culotte pour la Révolution, en étant bien habillé, soit dit en passant, évidemment. Et c'est vrai que ce cri de guerre des Capétiens, Montjoie, Saint-Denis, c'était remarquable. Et c'est comme ça, on en parle, que l'armée française j'ai écrit aussi un livre sur l'armée française, va devenir une des meilleures au monde à l'époque. Et qui sera même à certaines époques de l'histoire la plus puissante du monde. On continue donc dans votre spectacle avec Saint-Louis, un grand roi également. On parlait d'antisémitisme il y a quelques minutes, mais à qui on peut reprocher, comme à Philippe Auguste, une politique foncièrement contre les Juifs du royaume de France. Est-ce que vous évoquez ces aspects dans le spectacle, ou est-ce que c'est pas la preuve que tout homme d'État a des faces claires et des faces sombres ? Oui, alors là, vous savez, il faut faire vite, il faut faire des chansons en 3 minutes pour capter l'attention des élèves, ce sont des très bonnes chansons. Des jeunes, parce que la plupart du temps, c'est quand même le cœur de cible d'Historock, c'est des jeunes élèves de 8 à 14 ans, 15 ans. Et il faut synthétiser en 3 minutes. Donc pour Saint-Louis, c'est roi. C'est vraiment Saint-Louis, soldat du Christ, roi très chrétien, dit mon refrain. Donc vous voyez, il est effectivement dans c'est un saint, c'est lui qui va donner les lettres de noblesse de la sainteté à la dynastie capétienne. Et effectivement, il est pétri de christianisme. Et son idée, c'est d'étendre, d'évangéliser la terre. Donc il n'est pas, surtout après les croisades, parce que les croisades vont beaucoup lui apprendre, il n'est pas fondamentalement antisémite, justement. Ce terme n'existe pas à l'époque. Les grands historiens le disent. On parle d'anti-judaïsme. Vous voyez la différence. Voilà, il a des médecins juifs. Il est absolument pas antisémite, ça c'est sûr. En revanche, il y a cette volonté d'étendre la religion chrétienne et d'en faire la première du monde. Ça c'est sûr. On va faire un saut 150 ans, un peu plus de 150 ans plus tard. On écoute Jeanne d'Arc. Ah oui. On continue donc avec Jeanne d'Arc. Est-ce que c'est pas un paradoxe, Dimitri Casali, que le personnage féminin le plus important de l'histoire de France soit une sainte dans notre République laïque ? Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Cet opéra rock m'a donné beaucoup de mal à écrire parce qu'il fallait trouver le juste équilibre. Le juste équilibre entre nos deux héritages fondamentaux, nous Français. C'est-à-dire le premier héritage dont il faut être fier aussi, l'héritage chrétien et monarchique. Je vous rappelle que Jacques Chirac a interdit que l'on signale, que l'on parle d'héritage chrétien dans la Constitution européenne. Vous voyez les esprits de l'époque quand même. Et bien sûr, notre second héritage, qui est fondamental aussi, laïque et républicain, parce que la laïcité, c'est presque unique au monde avec très peu de pays. Il y a l'Inde aussi, qui est un pays laïque. Il y a la Turquie l'était. Mais quand on voit comment les minorités religieuses sont traitées en Inde, c'est pas le meilleur exemple. Exactement. Il n'y a qu'en France,
La France est peut-être le dernier vrai pays laïque au monde. C'est pour ça qu'il faut être ferme sur nos fondamentaux, nos valeurs fondamentales. C'est pour ça que dans cet opéra rock, je les rappelle et je les inculque à nos enfants. Et surtout, ne pas en avoir honte et surtout les adopter et surtout se les approprier. Voilà. Justement, moi je suis assez surpris quand je parle avec des jeunes. On parle de la guerre de 100 ans, qui est quand même la guerre la plus longue qu'ait vécue la France. Vous parlez de la bataille de Crécy ou de la bataille d'Azincourt. Alors je sais, c'est des mauvais souvenirs, on a perdu les deux. Personne les connaît ou presque, c'est pas surprenant. Oui, la guerre de 100 ans. Même s'il faut peut-être mieux retenir que les victoires, vous me direz, mais... Non, mais c'est simple. Ça fait une dizaine d'années, les élèves pensent que Jeanne d'Arc a vécu à l'époque de Louis XIV. Donc, vous voyez, pourquoi je le rappelle. Là, il y a quand même un gros delta. Hein. Dans le spectacle, on met le paquet sur les dates et la chronologie. Depuis 20 ans, les pédagogistes qui squattent l'éducation nationale depuis 20 ans ont complètement détruit l'enseignement de la chronologie. Hein. Vous savez, aujourd'hui, c'est pour ça que l'enseignement de l'histoire est dans cet état. Il a fallu tout déconstruire, inculquer surtout la haine de la France, comme je vous disais, à partir de l'esclavagisme, du colonialisme, de la collaboration. Donc, quand vous sortez de 12 années de cursus scolaire français, vous n'avez qu'une seule chose, c'est vouloir la haine de votre pays d'adoption. Et ça, c'est quand même fou qu'on n'enseigne plus chronologiquement, puisque l'histoire, c'est une succession d'événements. Il y a la guerre de 14, parce que la France, en partie, perd la guerre de 70, c'est l'Alsace-Lorraine qu'elle veut récupérer. La guerre de 39, c'est l'Allemagne qui veut sa revanche du traité de Versailles. Si on n'enseigne pas chronologiquement, vous me passerez l'expression, c'est de la poudre de perlimpinpin. Tout à fait. Donc, c'est Fernand Braudel qui disait que la chronologie est la grammaire de l'histoire. C'est beau. Et tous les grands historiens de l'école des Annales, parce que c'est là aussi, on va pas rentrer dans des débats fumeux, mais j'ai eu la chance d'interviewer le roi Ladurie, qui m'a apporté son soutien et qui a dit, alors que c'est le pape de l'école des Annales, c'est-à-dire en son temps une école pseudo-marxiste économique dans les années 50, qui a fait quand même beaucoup de mal aussi, et ben là il a changé d'avis, enfin c'était il y a 5 ans, et il m'a apporté son soutien en disant que la chronologie des rois de France, pour lui, est le meilleur marqueur chronologique pour enseigner l'histoire de France à nos enfants. On était en 1431, la mort de Jeanne d'Arc. On va sauter quelques années plus tard, 1515, la Renaissance et Marignan. Il y a une chanson où vous vantez la Renaissance à l'italienne. Est-ce que c'est un des principaux moments de l'histoire de France, la Renaissance ? Eh oui, tout à fait, parce que grâce à François Ier, c'est lui qui va introduire, et cette date, 1515, Marignan, même, c'est une autre chanson. Là, on va écouter... on va écouter Henri IV après. Henri IV. Bon, enfin, dans le spectacle, il y a une chanson sur la Renaissance, une chanson sur 1515 Marignan. Et pourquoi cette date est fondamentale dans l'histoire de France, comme l'avait proposé Ernest Lavisse, c'est que pour lui, elle marquait l'introduction de la Renaissance italienne en France. Et les enfants de l'époque savaient que la Renaissance commençait en 1515. Aujourd'hui, demandez à un jeune à quelle époque commence la Renaissance, avec la redécouverte des grands textes de l'Antiquité, les arts et les lettres, l'arrivée de Léonard de Vinci en France, il n'y en a pas un seul qui saura vous répondre. On écoute un autre extrait, la chanson Henri IV. Jusqu'à l'édit de Nantes, édit de tolérance, les guerres de religion ont ruiné la France. Catholiques et protestants s'entretuaient. Henri IV de Navarre est au roi contesté. Avant la bataille, ses soldats hésitaient. Le roi, coiffé d'un casque décoré d'un long panache de plumes blanches, le montre à ses hommes et soudain leur lance. Mes amis, si vous perdez vos étendards, ralliez-vous à mon panache blanc. Vous le trouverez au chemin de la gloire. Dans cette chanson-là, c'est plus du rock, c'est du rap. Vous ralliez Henri IV et la laïcité alors que le bon roi Henri est mort 295 ans avant la loi de 1905. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous accuse de faire un raccourci historique, Dimitri Casali ? Non. Il y a deux grands spécialistes d'Henri IV disent effectivement que le bon roi en rédigeant donc l'édit de Nantes en 1598, a donné naissance aux prémices. Il parle bien des prémices de la laïcité, de ce qui va, c'est-à-dire cet édit de tolérance où chaque sujet, chaque serviteur et chaque sujet du roi est avant tout un serviteur du roi avant ses convictions religieuses. Vous voyez, c'est là où la France déjà se différencie des autres pays protestants en Allemagne. C'était chaque prince,
chaque peuple a la religion de son prince. Et ben là, non. En France, c'est l'édit de tolérance où l'édit de le serviteur de l'État royal, doit obéissance à son roi. Voilà. Dimitri Casali, est-ce que les guerres de religion n'ont pas laissé une trace indélébile dans l'inconscient collectif français? Je crois que la dernière, c'est la guerre des Camisards qui se termine en 1702 et que ça explique l'attachement viscéral des Français à la laïcité et à la séparation des églises, je dis bien des églises et de l'État. Oui, les Français, le peuple français a toujours été un peuple donc de rebelles, de contestataires. C'est un des grands peuples qui s'émancipe de l'emprise de la religion, qui est quand même une emprise, même s'il faut être fier de ses racines chrétiennes. Il faut avouer que la religion catholique en particulier avait des emprises absolument parfois terrifiantes, ça c'est sûr. C'était beaucoup Voltaire l'a bien décrit. Et effectivement, les Français ont été le premier peuple à se libérés de l'emprise de la religion, et c'est un exemple pour les autres peuples du monde qui doivent aussi se libérer de l'emprise de leur religion. Les chansons suivantes, c'est sur Richelieu et Louis XIV. Louis XIV, c'est l'apogée de l'histoire de France. Oui, de Louis XIV à Napoléon, donc de 1643 à 1815, je dis bien, la France est la première puissance du monde. Je n'ai pas peur de le dire. Voilà. On écoute une chanson, Révolution. C'est ce qu'on va visiter à généraux pour voter de nouveaux impôts. Les Français prennent la part. Là, c'est plus du hard rock, c'est plus du rock, c'est plus du rap. C'est la Révolution. Dans la Révolution, il y a cette chanson dans laquelle on entend la Marseillaise à un moment. Oui. Est-ce que votre spectacle n'est pas la démonstration que la phrase de Marc Bloch, il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims, ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération et d'une immense justesse? Exactement, c'est Marc Bloch, Brodel, le roi Ladurie, dont je vous disais, c'est quand même des Georges Duby, bien sûr, pour les cathédrales. C'est des historiens qui savaient raconter notre histoire et qui savaient la faire aimer et respecter. Parce que je regardais les hommes politiques aujourd'hui, et quand on voit le niveau des hommes politiques en histoire de France, mais c'est lamentable, et on comprend bien leur quiproquo, leur manque de conviction. Nos élites politiques ont honte de l'histoire de France. Ça, c'est sûr. Et donc, il faut cet équilibre difficile, réalisable entre l'héritage chrétien et monarchique et l'héritage laïque et républicain, dont il faut être fier aussi. La Révolution française a bouleversé l'histoire du monde. Pour finir sur la Révolution française, avant de faire une pause, vous rendez hommage dans une chanson émouvante à Marie-Antoinette. N'est-elle pas, comme Louis XVI et Louis XVII, leur enfant, leur fils, un des destins tragiques de notre histoire? Exactement, on voit très bien, vous parlez le problème des Français, peuple rebelle, peuple aussi cartésien, je pense, j'ai toute une partie sur Descartes, bien sûr, je pense donc je suis avec le doute cartésien, c'est les Français aussi qui inventent ça, et donc pour Marie-Antoinette, on sent bien le dérapage de la Révolution, qu'a démontré François Furet, à un moment, la Révolution s'emballe, et on ne sait plus l'arrêter, et c'est vrai que ça finit par l'exécution de Louis XVI. Notre roi meurt dans un courage extraordinaire, et plus encore son épouse Marie-Antoinette, qu'on avait traitée d'Autrichienne pendant tout son règne, elle a su mourir avec un courage que bien des hommes politiques d'aujourd'hui devraient imiter. Berkov dans tous ses états avec Dimitri Casali pour la sortie de ce magnifique CD Historock, l'histoire de France, l'opéra rock. On continue là, la Révolution est terminée, on va recommencer avec Napoléon, un personnage cher à Dimitri Casali. Vous voulez réagir? Est-ce que pour vous, on est devenu nul en histoire? Est-ce qu'on ne sait plus l'enseigner? On attend vos appels au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Parle ton français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et notre invité du face-à-face, c'est Dimitri Casali pour la sortie de son multi-CD. Il y en a 2 dedans. Historock, Histoire de France, l'opéra rock. Alors pour les jeunes, c'est parfait. Il y a du rock, il y a du rap, il y a même du hard rock. Vous maîtrisez bien les riffs de guitare de hard rock. Vous auriez pu jouer avec AC/DC ou Motorhead. Oui, on aime bien dans le groupe AC/DC. Oui, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est des morceaux qui ont beaucoup de succès dans nos concerts. Puisqu'il faut dire que depuis un an, depuis la première, le 2 février à l'Alhambra à Paris, où
où vous étiez d'ailleurs, cher Philippe. J'ai vu que la fin, parce que j'étais en direct avant. Eh ben, nous avons joué devant 4000 enfants à travers la France et qui nous ont fait un triomphe. Justement, comment ils réagissent ces 4000 jeunes devant qui vous avez joué? Ils adorent. On a des témoignages enregistrés. Il faudra que je vous fasse écouter. C'est vraiment pour eux, ils comprennent en plus que c'est le meilleur moyen pour éveiller en eux la curiosité, le goût d'en savoir plus. Voilà, j'ai pas prétention à remplacer les cours magistraux. Moi, c'est une Historock, c'est une nouvelle façon de donner l'envie et le goût de l'histoire à tous ces jeunes qui sont complètement paumés. On va passer au personnage suivant. On écoute déjà une chanson. Ça vous concerne, hein, puisque c'est la suite de Napoléon, l'opéra rock, quelque part. Napoléon. Il est un immigré, il n'a même pas 10 années, mais beaucoup de fierté, beaucoup de volonté. Il ne parle pas français, c'est un déraciné. Son cœur est resté sur l'île de beauté, loin aussi le soleil. Napoléon, est-ce que pour vous c'est un personnage, vous avez dit que l'apogée de la France pour vous c'est Louis XIV. De Louis XIV à Napoléon. Est-ce que pour vous c'est le personnage le plus important de l'histoire de France? Et je vais même aller plus loin, un des personnages les plus importants de l'histoire du monde, puisqu'il a agi jusqu'aux Amériques avec la Louisiane vendue aux États-Unis. Et la Louisiane, c'était pas l'État de Louisiane, hein. Ça allait jusqu'au Montana, Nord Dakota, etc., la frontière avec le Canada. Ça représentait 13 ou 14 États aujourd'hui, qu'il est allé en Égypte et qu'il a profondément marqué l'histoire du monde. Bien sûr, aujourd'hui, ça ne fait aucun doute. Napoléon est le personnage le plus populaire de l'histoire de France à travers le monde. Et on a écrit plus de 79 000, 80 000, si vous préférez, ouvrages sur sa vie de autant de jours depuis sa mort en 1821. Et que ce soit surtout les peuples de l'Est, comme les Polonais, la Tchéquie, la Hongrie, les Russes aussi sont fous de Napoléon Ier. Et bien sûr, dans l'encyclopédie Britannica, vous trouverez Napoléon Ier, le plus grand héros de tous les temps. Donc les Anglais osent écrire ça, alors que nous, en France, il y a une culpabilisation, une lecture culpabilisante, un reniement de notre histoire, comme je vous le disais tout à l'heure. Et regardez comment on a célébré le bicentenaire de la mort de Napoléon en 2021. Ça a été minable. Imaginez que Napoléon soit britannique, comme des fêtes à n'en plus finir, soit chinois. Alors là, ça aurait été une fête. Mais nous, on n'a rien fait. Dimitri Casali, vous parlez de la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon. Ça a été vraiment à la portion congrue. Alors on vous dira que c'est parce que c'était la période Covid, etc. Mais quand vous avez vu les commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale, est-ce que vous ne trouvez pas qu'on a été très en deçà? Alors on m'a dit que c'était pour ne pas choquer l'Allemagne, qui nous avait quand même déclaré la guerre, faut-il le rappeler, qui nous en a fait une autre 20 ans plus tard. Et quand je vois que pour les commémorations, on avait mis l'Allemagne à la tribune d'honneur et qu'on avait mis la Serbie, qui avait perdu 27% de sa population, à la tribune éloignée, est-ce que quelque part, vous dites qu'on est devenu nul en histoire, mais qu'on n'est pas aussi devenu nul en commémoration? C'est un fait. Les Français ne savent pas s'appuyer sur leur histoire. Ils ne savent pas célébrer leur propre histoire. Regardez, on parlait des Britanniques. Déjà, ils sont beaucoup plus rien que pour la bataille de Trafalgar. Ils avaient réuni 500 000 personnes au port de Plymouth. La reine était venue en personne. Et nous, à l'époque, avec Jacques Chirac, piteux, on avait envoyé le Charles de Gaulle. Alors que vraiment, c'est une défaite française, je le rappelle, Trafalgar. Alors que, voilà, là, il y avait moyen de célébrer, de rassembler tout le peuple français qui est tellement désuni, parce qu'on parlait des guerres civiles, des guerres de la religion, de la révolution. La France est avant tout un pays qui ne s'aime pas et qui est prêt. Les Français sont divisés et ne sont pas prêts d'être rassemblés à nouveau. Parce que quand ils sont rassemblés, c'est vraiment un des peuples les plus forts du monde. Malheureusement, on est devenu le peuple le plus divisé au monde. Parlons révolution. Il y a une autre chanson, 1848, encore une révolution, et c'est la fin du dernier monarque qui n'était pas roi de France, mais roi des Français, Louis-Philippe.
Oui, 1848, c'est important aussi, surtout. Son sous-titre à cette chanson, c'est le tricolore, parce que c'est vraiment l'adoption définitive de notre drapeau tricolore, des 3 couleurs, grâce à Lamartine, devant la place de l'Hôtel de Ville, qui a ce discours magnifique. On lui proposait l'adoption du drapeau rouge, bien sûr, il a refusé le drapeau rouge, le drapeau des communistes et des révolutionnaires, parce que pour lui, le drapeau tricolore avait fait le tour du monde avec les 3 couleurs de la Révolution et de l'Empire. Vous faites une chanson sur Napoléon III. Je me suis fait, en préparant l'émission, je me suis fait ce rapprochement. Est-ce que c'est pas un personnage qui a eu, comme tous les grands personnages monarchiques ou impériaux du 19e siècle, le malheur de terminer en exil? Napoléon Ier a fini en exil, Charles X a fini en exil, Louis-Philippe a fini en exil et Napoléon III a fini en exil. Le grand malheur de Napoléon III, qui est vraiment le personnage le plus mal aimé de toute l'histoire de France, et je pèse mes mots, alors que c'est un des plus grands monarques. En 20 ans, il a bouleversé la France, c'est lui qui lui a mis sur les rails du développement économique. Si la France est devenue un pays si riche, c'est grâce à lui. Et ça, il a fait l'urbanisation des villes, le développement du chemin de fer, nos entreprises, l'industrialisation de la France. Voilà, c'est à l'époque, la France avait une réelle économie, une réelle industrie. Aujourd'hui, on n'a plus que 9%. On est au niveau de la Grèce. Voilà, on a la même industrie que la Grèce, vous vous rendez compte? Et donc, c'était un visionnaire. Ce qui manque à nos hommes politiques et à notre président en particulier, c'est une vision, une vraie vision à long terme, comme avait Napoléon III, ça a 20 ans. Et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a réalisé, ont fait que la France est restée une grande puissance. Et malheureusement, il a été vaincu en 1870 par les Prussiens. Et donc, l'histoire n'aime pas les vaincus. C'est la France qui a créé dans le monde le clivage droite-gauche avec la Révolution, Tout dans à l'hémicycle. À droite, c'était les monarchistes, à gauche, c'était les révolutionnaires. Est-ce que quelque part, Napoléon III, il n'a pas créé en fait la social-démocratie, puisque c'était pas un démocrate, mais c'était un homme profondément pour l'industrie, mais profondément social. Les premières vraies lois sociales, enfin, je peux me tromper, je suis pas historien, c'est vrai. De la France datent de Napoléon III. On peut en parler en ce jour. 1864, le droit de grève, déjà. Mais surtout, comme vous venez de le soulever, toutes les mutuelles, les caisses d'assurance, la protection des ouvriers, c'est lui, parce qu'il était habité par le paupérisme, l'extinction du paupérisme. Il a écrit un livre, on parle même de l'empereur socialiste, et il était très proche du petit peuple. Et ça, c'est un fait complètement oublié. Il a tout fait pour améliorer la vie quotidienne des ouvriers, qui vont le regretter après sa disparition en 1870, parce que les salaires des ouvriers n'avaient jamais été aussi hauts depuis très longtemps en France à cette époque. Et n'oublions pas qu'Adolphe Thiers, qui lui succède au pouvoir, n'était pas le plus pro-ouvrier qui existait. Exactement. C'est le moins qu'on puisse dire. Une chanson ensuite, évidemment, 14-18, la plus grande victoire, mais la plus grande boucherie de notre histoire. Oui, c'est le moment tragique dans notre opéra rock. On sent, parce que pendant 1500 ans d'histoire, là, on sent un souffle épique et lyrique. Là, je vous dis pas, venez voir le spectacle le 30 mai à Chalon-sur-Saône, chez notre ami Gilles Platré, qui nous engage pour 2 concerts le mardi 30 mai. Et d'un seul coup, on arrive à la guerre de 14, et là, ça plombe l'ambiance, parce qu'effectivement, je ne pouvais pas écrire une chanson avec le groupe Historock. Je n'ai pas fait tout ça tout seul, bien sûr. Une chanson triste, une chanson désespérée même, puisque c'est l'enfer, c'est la boue. Je parle de l'enfer de Verdun en particulier, et c'est vraiment une chanson qui donne les larmes aux yeux. Est-ce que c'est la dernière grande victoire de l'histoire de France? Oui, voilà, mais oui, on peut dire que c'est une des grandes. Alors après, il y a Garigliano en Italie. Non, il y en a encore d'autres, mais c'est vrai. Mais c'est après Garigliano. Ouais, en 44. Ah non, 44. Voilà. Mais Monte Cassino. Ouais. Où on a participé. Alors Monte Cassino, Garigliano fait partie de Monte Cassino. Non, mais je parlais de guerre gagnée, pas de bataille. Oui, de guerre gagnée, de guerre vraiment gagnée. Vous avez raison, Philippe. C'est effectivement la Première Guerre mondiale. Mais à quel prix 1 400 000 morts, soldats et 300 000 civils. On écoute le son suivant. Socialistes, radicaux, communistes, ils ont fait le serment. Syndicats, artistes, pacifistes, restons unis, le poing tendu contre
Vous rendez hommage au Front Populaire. C'est un des grands moments de notre histoire, le Front Pop. Et oui, et tout le monde est étonné, hein, parce que effectivement, c'est peut-être ma meilleure chanson, la meilleure chanson que j'ai écrite aussi avec le groupe Historock. C'est une chanson sur la gauche prolétarienne, donc venant quand tout le monde connaît ma carrière. Effectivement, je suis quand même un historien de droite et je suis fier de le revendiquer. Mais effectivement, parfois il y a des bizarreries de l'existence comme ça. Front Populaire est peut-être la meilleure chanson de l'album et elle est importante, bien sûr. Je voulais avoir cet opéra rock équilibré, et c'est vrai que le Front Populaire de 1936, avec ses acquis sociaux, permet aux ouvriers, encore une fois, d'avoir les congés payés qui vont leur permettre, pour certains, de voir la mer pour la première fois, comme je dis dans la chanson. Et vous avez la parole sur Sud Radio, vous nous appelez au 0826 300 300 pour interpeller Dimitri Casali, historien, pour la sortie du CD de Historock, l'histoire de France, l'opéra rock. A tout de suite sur Sud Radio. N'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien dans le face-à-face avec Philippe David qui reçoit Dimitri Casali, historien, pour la sortie du CD de Historock, l'histoire de France, l'opéra rock. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à l'émission. Et on accueille tout de suite François d'Agen. Bonjour François. Bonjour François. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, donc c'est pour mettre un peu de controverse dans ce débat, parce que je ne peux pas laisser entendre que l'histoire telle qu'elle est enseignée par l'école républicaine puisse entraîner la haine auprès des immigrés. Je suis désolé, si on veut bien apprendre ce qu'est un pays, si on vient dans ce pays, Dimitri Casali a dit que ça incitait à la haine de la France pour son histoire. Je vous redonne la parole. Voilà, pour les périodes sombres. Mais je suis pas d'accord du tout. L'histoire française est importante de Jules César jusqu'à l'histoire contemporaine actuellement. C'est comme si nous, Français, on avait la haine des Allemands après la guerre 39-45. Et Dieu sait qu'on pourrait l'avoir. Donc nous, c'est passé ça. Maintenant, il faut savoir si les personnes immigrées arrivent en France, il faut qu'ils connaissent notre pays. Et pour connaître notre pays, il faut connaître notre histoire. Mais bien sûr, c'est exactement ce que je dis, cher monsieur. Mais justement, j'attire votre attention sur ouvrez les manuels scolaires d'aujourd'hui, même depuis une quinzaine d'années, et vous ne verrez que des périodes sombres de notre histoire. C'est ce que j'explique. Il n'y a pas une page objective sur les rois de France, sur les racines chrétiennes. Il y a même en 5e, depuis le programme Najat Vallaud-Belkacem, les cathédrales ont disparu officiellement. Il n'y a que le manuel Attier 5e qui en parle. Les 6 autres, Nathan et Magnard, n'en parlent absolument pas. Vous voyez, donc il y a une volonté sous-jacente d'éradiquer l'héritage chrétien en France. Et comment voulez-vous faire aimer la France à tous ces nouveaux arrivants? Moi, je m'adresse principalement aux immigrés. Quand j'étais prof, j'avais 100% d'immigrés dans ma classe. Et c'est pour ça que dans mon opéra rock, il y a de nombreux immigrés, comme Jacob Offenbach, qui a inventé le French Cancan, Marie Curie, qui va faire l'industrie nucléaire française grâce à sa fille aussi, Irène, et Julio Curie, qui vont créer le CEA, et enfin des personnages pour le Front Populaire comme Joséphine Baker. Donc j'en suis extrêmement conscient, mais j'attire votre attention sur les cours actuels. Ouvrez les livres de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos neveux, vous verrez, il n'y a que des pages. Reprenez l'exemple de Napoléon. Napoléon, aujourd'hui, en 4e, il n'a fait qu'une seule chose, il a rétabli l'esclavage en 1802. Il n'y a pas un seul mot sur les victoires d'Austerlitz, de Iéna, tout l'aspect militaire est soigneusement gommé. Bon, il y a un petit paragraphe sur le code civil, je vous l'accorde, mais surtout, il y a une page entière sur l'esclavage. Voilà ce que je dis. Un mot très court, François, parce qu'il y a beaucoup d'appels. Oui, bon, un mot très court, mais bon, c'était surtout pour dire que la haine, c'est la personne elle-même qui l'a, et donc c'est pas l'histoire française qui amène la haine, au contraire, on apprend à aimer un pays quand on connaît son histoire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, après, maintenant... Parlons vrai, François, vous avez eu la parole sur Sud Radio. Merci à vous, François. Et surtout, bonne continuation. Merci et bonne journée à vous. Très vite. Qui peut être développé. Très bien, c'est le but. C'est le but, François. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Et on accueille Olivier du Val-de-Marne. Bonjour Olivier. Bonsoir Olivier. Bonjour Olivier, pardon.
Bonjour Monsieur Philippe David, bonjour Monsieur Casali. Moi je suis d'accord avec ce que dit votre invité, mais je mettrais 2 bémols. Bon, Napoléon Ier... Comme c'est un spectacle musical, mettre des bémols, c'est assez cohérent. Non, mais sur l'histoire, et c'est vrai qu'on fait du négationnisme, comme disait par exemple Forisson, ça n'existe pas les chambres à gaz et les camps de concentration. Mais on est en train de faire la même chose avec l'histoire de France, l'histoire des racines chrétiennes. Maintenant, il faut, c'est vrai, peut-être dans un prochain gouvernement, une autre présidente, parce qu'on a un président de la République qui est melting pot et qui ne sait pas ce que c'est la France, il l'a jamais fait, il déteste la France, il nous critique. Ça, c'est votre point de vue, hein. Non, mais tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous, cher monsieur. Attendez, il faut rétablir un peu le contexte. Maintenant, sur l'histoire de France, je vais dire 2 bémols. Louis XV. Alors, Louis XV a été un roi qui a dû rétablir les finances de l'État parce que Louis XIV avait dit à son successeur « Ne faites pas comme moi, c'est désastreux ». Mais malheureusement, on a perdu le Québec. Oui. C'est quand même Louis XV qui l'a, si je me trompe pas. Et les Indes. 1763 de mémoire. Le Canada et les Indes. Voilà. Et si on n'avait pas perdu le Québec, on aurait un pied en Amérique du Nord. En plus, évidemment, de la connerie de Napoléon, parce que moi, je préfère Napoléon III à Napoléon Ier. Je vais dire clairement, Napoléon Ier a fait le code pénal, a fait le code civil, c'est vrai, c'est excellent, mais ça a été un égoïste et ça a été un boucher. Malheureusement, sur les campagnes militaires qu'il a fait, il a commis beaucoup. C'est son égoïsme et c'est son autocentrisme qui l'a conduit à sa perte, malheureusement. Il a vendu la Louisiane et comme disiez, ça n'allait pas que la Louisiane, ça allait beaucoup plus loin. Ah oui. Donc on aurait eu un second pied aux États-Unis pour faire un pied de nez aux Américains. Et stratégiquement, ça aurait été utile aujourd'hui. Malheureusement, on a eu des mauvaises décisions, en l'occurrence, tout comme les Russes ont fait une connerie avec l'Alaska, il faut être clairement honnête. Mais c'est vrai qu'il faut avoir une autocritique sur certains dirigeants historiques. Maintenant, ils ont été de grands dirigeants, il y a à ne pas en douter, tout comme Charlemagne, puisque si on prend Charlemagne, il n'est pas enterré en France, il est enterré en Allemagne, si je ne me trompe pas. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il était autant revendiqué par l'Allemagne que la France. C'est pour ça que je ne l'inclus pas dans mon spectacle. Dans Charlemagne, il y a comme le mot un peu Allemagne dans la consonance. Hein. Donc, nous, on vient à la fois des Celtes, des Gaulois et des Germains, puisque les Francs sont des Germains. Oui, voilà. Donc il faut nos racines, elles sont à la fois avant d'être, elles sont chrétiennes, mais elles sont aussi celtiques. Bien entendu. Maintenant, l'histoire de France, c'est vrai, est très mal enseignée aujourd'hui. Moi, j'ai pas d'enfant, mais je vois le constat désastreux. On a des esprits qui sont incultes, pour être honnête. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas d'où on va, déjà. Et puis surtout, il y a dans d'autres pays où on enseigne mal l'histoire, où on communique à l'extérieur une image qui est fausse. Par exemple, moi, dans le pays de ma femme, aussi. Alors, Olivier, on va faire réagir Dimitri Casali. C'est vrai que l'histoire est mal enseignée aujourd'hui et qu'aujourd'hui, on va le redire, il y a une vraie méconnaissance des grands personnages. Ah bah déjà, ça c'était depuis depuis Sarkozy. Hein, c'est les programmes de 2008 avaient fait entrer les empires africains du Monomotapa et l'empire Songhai à la place de François Ier et Louis XIV. Donc que ce soit un gouvernement de gauche ou de droite, on a toujours des incapables et des irresponsables parce que le mal aujourd'hui est fait presque 20 ans après. Et bien sûr, on sent cette montée de l'ignorance qui est terrible parmi la jeunesse, mais même parmi les adultes. Et l'histoire est avant tout forme à la citoyenneté. L'histoire est l'institutrice de la vie, disait Cicéron déjà. C'est par l'histoire qu'on forme à la citoyenneté. Et regardez si aux élections régionales, les avant-dernières élections, 82% des 18-24 ans ne se sont pas déplacés pour aller voter. On sent bien qu'ils ne sont pas investis par aucun sens civique. Aujourd'hui, il y a un vide intersidéral dans leur esprit, il n'y a plus aucune spiritualité et l'histoire de France qu'avait compris avec nos grands personnages, mais nos grands immigrés aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en suis conscient, nous donner de la hauteur et de la spiritualité. Vous allez faire d'autres concerts, Dimitri. Vous vouliez rajouter un mot, pardon, Olivier ?
Oui. Et Court, moi, de mon très époque, court. ouais, moi j'ai 46 ans. À mon époque, quand j'étais à l'école primaire, il y avait l'histoire, la géographie, mais il y avait aussi l'instruction civique. C'est déjà une chose qu'on n'enseigne plus tellement. Comment est constitué l'État, l'Assemblée nationale, le Sénat et la durée des mandats et le pardon pour le président de la République en l'occurrence. Ça, je pense que ce n'est plus enseigné réellement dans les écoles, si je me trompe pas. Et je disais, je préfère Napoléon III parce que c'est grâce à lui qu'on a le Paris d'aujourd'hui, et aussi il a fait quand même apporter beaucoup d'innovations. Parlons-en du Paris qu'Anne Hidalgo est en train de détruire. Et je suis opposé à Hidalgo, mais je dis clairement que Napoléon III a été un grand réformateur au niveau de la salubrité publique, des égouts et tout le reste, etc. C'est lui qui a fait les égouts dans les grandes villes, mais c'était suite 600 km. Ouais, c'est lui qui a fait. C'était suite à l'épidémie de choléra de 1832, je crois, qu'il avait fait des dizaines de milliers de morts. Et il a compris qu'il fallait absolument. Absolument, c'est lui qui a donc donné l'image de Paris à travers le monde en aérant. Il voulait donner à la fois de l'air aéré et puis surtout de la santé aux Parisiens. Et là, regardez ce qui est en train de se passer avec Hidalgo. C'est tout l'inverse. Merci beaucoup Olivier. Il nous reste à peine une minute. Vous allez faire d'autres concerts? Oui, bien sûr. Chalon-sur-Saône. Donc le 30 mai, Chalon-sur-Saône, grâce au maire Gilles Platré, qui je salue son courage. La semaine dernière, il y a 15 jours, nous avons joué pour 2 concerts monumentaux à Cannes grâce à David Lisnard, qu'il faut remercier aussi, parce qu'il y a très peu de maires qui sont capables de nous engager, parce que souvent, quand on chante Jeanne d'Arc, les cathédrales, c'est mal vu par le conseil municipal. Vous voyez où on en est là aujourd'hui. Ensuite, le 12 août, nous serons justement pour le Napoléon l'Opéra Rock à Châtillon-sur-Seine. Et enfin, à la rentrée, on joue grâce à Philippe Juvin, ex-maire de la Garenne-Colombe, donc à la Garenne-Colombe le 3 octobre, et pour 3 concerts, et c'est vraiment bien organisé, c'est un maire remarquable. Donc heureusement, il y a certains élus qui sont très investis dans la transmission de notre histoire et de notre culture générale. Et il y a un site web pour voir si des dates s'ajoutent. Alors voilà, ça c'est le plus important. Tous les auditeurs, j'invite tous les auditeurs à s'abonner à la chaîne YouTube Historock, l'histoire en musique. Là vous verrez 17 vidéos incarné par des vrais comédiens, et vous apprendrez l'histoire. C'est le but, c'est de les faire regarder à vos enfants pour apprendre l'histoire d'une manière drôle et humoristique. Merci beaucoup Dimitri Casali pour Historock et tout le, comme on dit pour les navigateurs, bon vent pour ce magnifique spectacle. Merci. C'était le face-à-face de Philippe David avec Dimitri Casali, historien, pour la sortie du CD de Historock, l'histoire de France, l'opéra rock. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaie. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À tout de suite sur Sud Radio.